très contente de lancer donc ce début avec la présentation du regroupement des enseignants et enseignantes des collèges en travail social du Québec. C'est donc M. Charles Lemieux et Hélène Réaume qui vont lancer le bal ce matin. Alors, bienvenue à vous deux. Et c'est à vous. Bon, donc, est-ce qu'on va projeter le... Est-ce qu'on a le partage d'écran pour projeter notre présentation? Je crois bien que oui. Et voilà, donc, alors Madame Aymon, Madame Vollant, Monsieur Bourque, alors d'abord, au nom là, des enseignantes et enseignants là, de notre regroupement, donc on vous remercie là, de nous recevoir en ouverture, en fait, de ces audiences publiques. C'est à la fois pour nous un honneur et une responsabilité. Comme enseignante, parfois, on ouvre des digressions, donc on va tenter de les limiter. Peut-être d'entrée de jeu, évidemment, Hélène là, présentera davantage le regroupement, mais on s'est senti une responsabilité comme enseignante et enseignant du programme collégial en travail social de s'inscrire dans la démarche de ces états généraux-là. Parce qu'évidemment, du point de vue de notre expérience de travail, toutes les enseignantes et enseignants, avant d'enseigner au collégial, évidemment, ont eu des expériences dans tous les milieux de travail. Le travail d'enseignant ou d'enseignante comme tel commande évidemment la mise à jour des connaissances et nos liens aussi avec les milieux de stage partout au Québec, je pense, nous permettent d'avoir un regard pertinent sur les enjeux du travail social. Et on salue la perspective des États généraux, c'est-à-dire de s'inscrire non seulement dans le constat des problèmes, et on sait tous qu'il y en a beaucoup, mais aussi et surtout dans la perspective de faire quelque chose. Et là, je reprends les mots de la grande militante Léa Robach, qui répétait « il faut faire quelque chose ». Et je nous souhaite collectivement de faire quelque chose pour s'assurer que le travail social pourra jouer pleinement son rôle, notamment dans la défense des services sociaux publics accessibles et de qualité partout au Québec. Alors voilà, à Hélène. Oui, alors, comme disait Charles, je vais vous présenter un petit peu le RICEF, alors le réseau des enseignants-enseignantes du Cégep en travail social du Québec. Le réseau a été fondé, le RICEF a été fondé en 1987 avec comme objectif principal le partage pédagogique entre les enseignants et enseignantes, mais aussi avec comme objectif de prendre position sensibiliser les instances gouvernementales concernant tout ce qui pourrait intéresser les membres et les enseignants. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Le regroupement actuellement regroupe 182 enseignantes et enseignants et pour l'année scolaire 2022-2023, on a été en relation avec plus de 1000 milieux de stage dans différents secteurs d'intervention. Et il y a eu pour l'année 2022-2023 564 diplômés et diplômés en TPE. Le programme lui-même de TPE est dispensé dans 16 CGF à travers le Québec. Et bon, il vise à former les techniciens et les techniciennes qui interviennent auprès des personnes, des familles, des groupes et des communautés. C'est cette polyvalence qui sont touchés par différentes problématiques et réalités liées à leur environnement, leur condition de vie et leur égalité sociale. Nos finissants, les techniciens en travail social, interviennent dans tout le continuum d'intervention. Ils peuvent travailler tant à l'amélioration des conditions de vie, au changement social et à la défense des droits, comme Charles parlait de tout tantôt. Le programme est actuellement en actualisation partout à travers le Québec. Et puis, le RICEF, notre groupement, a contribué à l'adoption d'un processus de sortie commun à tous les collèges pour mieux définir l'identité TPE. Donc, on adopte les projets dans le CPE. Bonsoir, Charles. Voilà. Donc, on va aller donc tout de suite à notre première proposition. Et là, il y a un défi de temps. Je vais tenter là, de résumer en 4 minutes ce que cette recommandation-là dit. Je vais
je ne lirai pas l'intégralité, mais essentiellement, la première proposition, elle se veut un élément de réponse, une contribution de réponse à la question qu'on considérait principale qui était posée là, dans la préparation là, des États généraux. Et je vais la lire parce que je pense qu'elle est importante pour la suite des choses. Dans quelle mesure les valeurs, les principes et les finalités du travail social s'actualisent-ils dans les différents milieux de pratique, de formation, ainsi que dans les façons de penser le travail social? Alors, pour nous, c'est la question fondamentale. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi? Et ça vient d'être évoqué par Hélène là, dans la description du programme. La défense de droits dans le champ du travail social a toujours été au cœur de l'identité du travail social, et des intervenants dans le champ du travail social. Évidemment, on pourrait faire l'histoire de ça. Au début, il y avait quand même une connotation religieuse et tout ça, mais ça a évolué vers une perspective affirmée de défense des droits humains, et on retrouve là, cet élément-là dans les définitions de l'Association internationale des écoles de travail social et d'autres. Et pour nous, c'est comme le point cardinal, en fait, des enjeux qui sont devant nous. C'est-à-dire que quand on parle donc de la défense des droits, on parle évidemment de tous les droits, mais en travail social, c'est notamment de ceux qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire des droits dont l'exercice permet finalement, le respect effectif permet des conditions de vie donc qui permettent d'atteindre un bien-être. Donc, on parle ici des droits, le droit à la santé, le droit au logement, le droit au travail, le droit à des services sociaux, etc. Donc, cette question-là de défendre les droits dans le champ du travail social, c'est intimement lié à défendre des conditions de vie, agir sur les déterminants de la santé, du bien-être, pour faire en sorte de les améliorer et de permettre aux gens d'avoir donc des conditions acceptables. Donc, pour nous, c'est un élément important. Il y avait une question qui nous était posée, est-ce qu'on est en phase comme intervenant dans le champ du travail social avec la population du Québec? Et le commissaire à la santé et au bien-être en 2016, dans un rapport, faisait état là, de la position ou de l'importance que la population du Québec accorde aux droits sociaux et aux services sociaux. Donc, assurément, la population du Québec est interpellée par ça. Rapidement, qu'est-ce qu'on constate? 3 minutes, oh là là. Ce qu'on constate, c'est que ces droits économiques et sociaux, bien qu'on en ait gagné plusieurs au fil des années, sont quand même, depuis les 30 dernières années, quand même sous pression. Et on assiste à des reculs. Et là, je n'épiloguerai pas longtemps, le projet de loi 15 est un exemple actuel de ça. Donc, il y a des enjeux actuellement au niveau de la défense de ces droits-là. Et le point qu'on apporte ici, c'est que il faut se rappeler que le Québec est signataire en 1976 du Pacte international sur les droits économiques et sociaux, signature par laquelle il s'engageait à protéger, respecter, mettre en œuvre et promouvoir ces droits. Donc, ce qu'on propose, c'est que les acteurs dans le champ du travail social se mobilisent avec d'autres acteurs de la société civile pour remettre à l'ordre du jour ce que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse concluait elle-même dans son rapport sur le bilan de la Charte en 2003, c'est-à-dire le renforcement de ces droits-là dans notre Charte québécoise pour faire en sorte qu'ils deviennent justiciables, c'est-à-dire qu'ils aient le même poids que l'ensemble des droits dans notre Charte, ce qui est absolument pas le cas dans le moment. Donc, ce qu'on pense, c'est que comme acteur dans le champ du travail social, on le fait déjà, mais qu'on doit réfléchir peut-être à s'organiser davantage pour faire en sorte que cet enjeu-là du respect et effectif et de la mise en œuvre de ces droits-là soit au jeu, et notamment le droit à la santé, incluant évidemment le droit à des services sociaux. Et en corollaire, pour les milieux d'enseignement collégial universitaire, donc de s'engager, on le fait déjà à travers les différents cours qui portent sur les droits, mais de façon plus spécifique, de devenir porteur de cet enjeu-là pour que nos étudiants finissants deviennent
eux et elles des porteurs de ça dans leur milieu de pratique. Et la même chose au niveau des programmes de formation continue, notamment celui de l'ordre professionnel, pour que cette question-là soit remise à l'ordre du jour. Et on n'est pas les seuls à le faire. Il y a la Ligue des droits et libertés qui l'a fait récemment. La Commission des droits de la personne continue à être préoccupée par ces enjeux-là. Donc, on soumet humblement que ça pourrait être un élément intéressant et structurant pour contribuer concrètement à l'amélioration des conditions de vie de la population au Québec, et notamment de ceux et celles dont ces droits économiques et sociaux sont actuellement souvent pas respectés. On a simplement qu'à penser, il n'y a absolument rien dans la Charte québécoise actuellement qui concrétise le droit au logement. Il est absent. Et dans notre charte, l'article 45, c'est toujours dans la mesure prévue par la loi. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour renforcer les droits sociaux au Québec. Et on pense que les acteurs, actrices du travail social doivent y contribuer. Madame Réaume, je vous invite juste à baisser votre micro quand vous parlez. Donc, la proposition suivante, c'est en lien avec les conditions pratiques. Nous, il y a deux aspects principaux qui nous préoccupent et qui sont des enjeux majeurs. En fait, c'est l'écart grandissant entre ce qui est reconnu par la recherche et qui est scientifiquement prouvé comme étant des bonnes pratiques et les réelles conditions de pratique existantes qui ne cessent de se détériorer et même une surcharge de plus en plus grande pour les intervenants et les intervenants. Et l'autre aspect, c'est que ça a été évoqué comme la technicisation, que nous, on appelle plutôt la technocratisation. Donc, cette façon d'aborder l'intervention avec une approche administrative qui demande de la réduction de compte, de la rédaction de rapports, mais qui ne tient pas compte des objectifs. On pense qu'à terme, cette approche-là, administrative, du travail social, nuit, bien sûr, à la qualité des services et peut aussi éventuellement amener un désengagement, une démobilisation chez les intervenants qui la pratique finalement faire de son temps. C'est pour ça qu'on adhère au fait qu'il faut avoir des conditions pratiques pour améliorer de façon très importante. Madame Réaume, je vais être obligée de vous interrompre parce qu'on est rendu. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que ça va? Vraiment, à mon corps défendant, nous avons lu le mémoire que vous avez déposé devant nous. Je sais que vous aviez au moins 6 propositions et que c'est un stress terrible d'essayer de rentrer ça dans 10 minutes. Je vais inviter évidemment l'ensemble de nos auditeurs et auditrices à consulter votre mémoire qui est vraiment bien fait, mais je voulais peut-être lancer la discussion. Je pense qu'on a compris jusqu'à quel point l'histoire d'une meilleure revendication autour des défenses de droits qui ne sont pas véritablement prises en compte par notre gouvernement. C'est quelque chose de capital dans votre mémoire, 3 propositions là-dessus. Et vous l'avez dit, vous voulez une mobilisation générale. Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'entraîner vraiment beaucoup de monde autour de quelque chose d'aussi pointu quelque part? Je me mets dans ma peau de journaliste et j'essaie de voir comment ça pourrait être couvert. Mais je suis sûre que vous avez une réponse à cette interrogation de ma part. Si je peux me permettre, je pense que la réponse est qu'on n'a pas le choix. Et là, on n'a pas le temps, mais il faut savoir qu'il y a des pays qui ont fait ce travail-là, c'est-à-dire qui ont intégré dans leurs droits positifs ces droits-là. Donc, c'est possible. Et c'est parce que la situation actuelle, c'est que ces droits-là, par exemple, le droit au logement, on est en crise du logement, bon.
et il est absent, il est indirectement inclus dans l'article 45 sur le niveau de vie décent, mais c'est toujours dans la mesure prévue par la loi. Donc, on parle beaucoup de notre charte québécoise comme exceptionnelle du point de vue de la reconnaissance des droits économiques et sociaux. Tant mieux, c'est mieux que rien. Mais le fait est que la Commission parlait de ces droits-là comme des parents pauvres. Moi, je pense que on pense que c'est nécessaire et que d'une certaine façon, on le fait déjà dans le champ du travail social quand on intervient à tous égards pour défendre les droits individuels et collectifs des populations. Mais considérant que ces droits-là sont finalement ne sont pas pleinement reconnus, on est toujours en défense finalement. Actuellement, avec PL 15, nous sommes en défense sur un droit qui n'est même pas inclus dans notre charte québécoise. Le droit à la santé n'existe pas dans notre charte. Le droit à la sécurité, etc. Mais donc, c'est vraiment un enjeu cardinal, mais vous avez raison qu'il y a du travail à faire. Mais nous, on souhaitait relancer ce que la Commission des droits elle-même avait lancé comme appel en 2003. 20 ans plus tard, on voit qu'il faut s'y attaquer. Je vais passer la parole à Denis Bourque. Auriez-vous une question, Père Denis? Oui, je n'aurais plus qu'une. Parce que vous avez vraiment déposé un excellent mémoire. Félicitations, là. Il y a du travail, il y a de la rigueur dans ce mémoire-là. Je vais en poser juste deux, là. Sur un autre sujet qui est quand même extrêmement important, là, c'est la question de proposer d'intégrer les techniciens en travail social dans le système professionnel. Pouvez-vous développer, ce serait quoi les impacts positifs de cette intégration sur la pratique de l'intervention sociale elle-même? Et si vous avez le temps de me dire un peu plus comment vous verriez l'optimisation du continuum ou de l'harmonisation d'ECBAC, donc collégial, universitaire en travail social. Merci, M. Arbour, de nous permettre de parler de cette proposition. J'épiloguerai pas sur l'histoire de ça, mais c'est quand même en 2003 que le regroupement des techniciens et techniciennes de l'époque et le RICET avaient déposé à l'Office des professions une demande d'intégration. Ensuite sont arrivés les travaux de Bernier, Trudeau et compagnie qui ont mené finalement à la révision du système professionnel avec les activités réservées. Pendant toutes ces années-là, au final, la table d'experts avait conclu que les techniciens et techniciennes en travail social n'exerçaient pas d'activité réservée. L'enjeu, c'est pas de remettre en question, mais cette même table, dans sa conclusion, soulignait l'importance d'encadrer la pratique de ces techniciens-là et notamment de relancer l'Office des professions. Pourquoi? Parce que les 5 critères de reconnaissance du besoin d'encadrer une profession dans le cas des professions, on prétend que les techniciens en travail social, techniciennes, font un travail qui correspond à ces critères-là. Et on pense que oui, il y a l'enjeu de l'identité professionnelle. Les travailleurs sociaux, travailleurs sociales ont déjà un immense enjeu de défendre le champ de leur expertise dans les milieux. Alors, imaginez les techniciens et techniciennes. Mais le point principal, c'est au-delà de la reconnaissance, c'est du fait de leur travail. Il y a l'enjeu de la protection du public, il y a l'enjeu de la formation continue, et j'ajouterais, et non le moindre, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer officiellement sur un code de déontologie pour défendre des conditions de pratique qui ne mettent pas en danger la population. Donc, pour nous, au-delà d'un levier sur l'identité professionnelle, c'est une reconnaissance de leur contribution, de leur travail, mais en lien avec la protection du public, évidemment. Donc voilà, nous, on propose et le fait est que ces travaux-là sont restés un peu en suspens parce que la table sur les activités réservées a fait son chemin, puis c'est resté un peu en suspens, et la table d'experts en 2006, quand même, recommandait de revenir à ça. Et on propose de reprendre ces discussions-là pour reprendre ces travaux-là. OK, je vais, peut-être demander à Nadine rapidement une petite question. Il nous reste 2 minutes. Moi, je poserais la question sur la 5e proposition qui était de mettre en place une politique nationale ayant pour but de permettre aux personnes d'assurer une supervision de stage. Comment voyez-vous l'intégration de ce type de politique-là concrètement? Alors, Madame Rayon, je vous demanderais de baisser votre micro pour prendre la parole. Je pense qu'on va mieux vous entendre.
D'accord. Alors, c'est ça, si je peux me permettre, c'est que nous, on partage le constat là, que le milieu de stage et les superviseurs en milieu de stage sont de plus en plus difficiles à trouver. Et puis, on a constaté que la supervision est inégale d'un milieu à l'autre. Non pas parce que les gens ne sont pas de bonne volonté, mais des fois, c'est les conditions de travail elles-mêmes, là, comme je l'ai évoqué tantôt, qui font que les gens sont tellement surchargés que c'est difficile. Puis, ils n'ont pas nécessairement des conditions de travail, ni la formation adéquate pour pouvoir assumer pleinement leur rôle de supervision de stage en milieu de travail. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des initiatives qui sont faites localement. Par exemple, ici, à l'Université du Québec, à Rimouski, au Cégep de Rimouski, on a déjà eu un petit programme. Donc, il y a des initiatives spontanées qui se font, mais il n'y a rien de vraiment encadré, structurant qui permet une formation plus large qui pourrait s'appuyer sur une politique nationale qui revoit à la fois la formation, mais aussi les conditions de supervision. Puis, évidemment, ce qu'on voyait, c'est que ces travaux-là devraient être menés en collaboration avec les milieux de stage, parce que ce sont eux qui sont nos partenaires là, dans la formation pratique. Puis, je tiens à le souligner, la formation pratique des techniciens et techniciennes en travail social est vraiment essentielle. Puis, ça a été levé là, lors d'une des rencontres thématiques, comment c'est important cette formation pratique-là. Ça faut pouvoir la maintenir. On pense qu'il faudra aussi la façon d'accompagner les milieux eux-mêmes pour qu'ils puissent bien accompagner nos stagiaires. Il nous reste une petite minute. Peut-être, Denis, on peut revenir à la question que vous avez posée à M. Lemieux tout à l'heure sur les passerelles entre le DEC et le BAC. Veux-tu la reformuler? Est-ce que c'est clair pour vous, M. Lemieux? Oui. Je laissais Mme Réaume, c'était sa diapo. Parfait, merci. Ben oui, en fait, c'est que il y a déjà eu des travaux pour harmoniser la formation collégiale avec la formation universitaire. Mais au fil du temps, il y a eu différentes actualisations. Nous-mêmes, on est en actualisation actuellement, les universités aussi, certaines en tout cas. Puis, on se rend compte que les passerelles d'ELBAC et même la formation en elle-même n'est pas si harmonieuse. Fait qu'on se dit, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, avec les défis aussi des milieux de pratique, là, les conditions de travail et tout ça, on pense que ça serait vraiment pertinent et intéressant qu'on relance ces travaux-là pour harmoniser davantage le continuum de formation, pour qu'ils soient complémentaires, puis qu'ils puissent former les personnes pour qu'elles puissent mettre en œuvre les meilleures pratiques possibles. Est-ce que ça répond à ta question, cher Denis? Oui. D'accord. Alors, c'est malheureusement tout le temps que nous avons, chers amis, Madame Réaume et Monsieur Lemieux. C'est passionnant de vous entendre. Merci de rester à l'écoute.